La province du Henan, à 900 km au sud de Pékin. C'est là que tout a commencé il y a 3 ans. Des villageois, tous atteints du sida, acceptaient pour la première fois de témoigner devant notre caméra. Ces images allaient faire scandale parce qu'elles prouvaient ce que les autorités tentaient de cacher depuis des années. Près d'1 million de personnes contaminées à cause de seringues non stériles, de centrifugeuses collectives, un commerce du sang à grande échelle. Quelques mois plus tard, les autorités réagissaient enfin en lançant un programme d'aide. Trois ans après, ONG et journalistes sont toujours interdits de séjour dans les villages du Henan. À l'entrée du village, mon guide m'attend. Malgré le risque d'être repéré en plein jour, il veut absolument que je filme ce champ parsemé de monticules de terre. Ce sont les morts du village. Des dizaines de tombes anonymes qui font ressurgir les visages désespérés qui me hantent depuis 3 ans. Il y a tant de malades qu'il devenait impossible de cacher la vérité. Et si les choses ont commencé à changer, c'est grâce aux médias qui ont révélé l'affaire, mais aussi aux malades eux-mêmes qui se sont mobilisés. Ici, on a un proverbe qui dit que seuls les bébés qui pleurent ont du lait. Et si tu ne cries pas, tu n'auras rien. Selon mon guide, il resterait encore 600 personnes séropositives dans le village. Seulement un tiers d'entre elles sont pris en charge médicalement par les autorités. Il a quel âge? 28 ans. Il a le sida lui aussi? Oui, ça fait 1 an. Et comment il l'a attrapé? Comment il a attrapé le virus? Il a vendu son sang. Moi, je ne peux plus travailler maintenant. Ça fait 1 an qu'il est malade maintenant. Et il va de plus en plus mal. Ça fait des mois qu'il ne peut plus se lever. Et c'est moi qui dois le nourrir maintenant. Alors bien sûr, je ne peux plus aller travailler. Il a été soigné? Oui, bien sûr, mais on n'a plus de médicaments maintenant. On achète des petites bouteilles qu'on utilise en perfusion. Mais quand on n'a plus d'argent, on n'a plus de médicaments. Il y a des médicaments contre la fièvre. Ici, il y a des antibiotiques aussi. Mais c'est surtout du glucose qu'on a pour les perfusions. Liu et son voisin Yen sont morts depuis ma dernière visite. Ils n'ont jamais eu accès aux médicaments distribués depuis que le scandale du sang a éclaté, et encore moins à ce bâtiment, le dispensaire flambant neuf inauguré il y a 2 ans. Même s'il est situé tout près de leur maison, Zhao et sa femme, tous les deux séropositifs depuis 1997, s'y rendent rarement. Ils n'ont plus confiance. La santé du bébé n'est pas très bonne. Il a souvent de la fièvre et il attrape beaucoup de rhume. Leur fils est né après notre passage dans le village. Lui aussi est séropositif. Ses parents n'ont aucune preuve, mais ils sont persuadés qu'il a été contaminé au moment de l'accouchement. C'est notre unique enfant. On fait très attention quand on ne peut avoir qu'un enfant, tu sais. On nous avait dit à l'époque qu'avec une mère séropositive, c'était mieux de faire naître l'enfant avec une césarienne. Il disait que c'était plus sûr pour la sécurité de l'enfant.
Je prends ça. C'est quoi comme médicament? C'est de la médecine occidentale. Elle est fabriquée où? Je crois que c'est à Shanghai, mais je ne suis pas très sûre. Mais il n'y a rien écrit dessus. Non, je ne vois aucun nom sur l'emballage. Et comment tu dois les prendre? Je ne sais pas. Combien de fois prends-tu les cachets chaque jour? 2 fois par jour. Les cachets de Desano, ça attaque vraiment l'estomac. On devient très nauséeux. On ne peut plus manger. Cela fait maintenant 2 ans que le gouvernement a remplacé les prescriptions de glucose par des vrais médicaments anti-sida. Mais là encore, la confiance est difficile à établir. Plus de la moitié des patients ont abandonné le traitement à cause d'effets secondaires terribles, nous explique notre guide. Le plus souvent, la peau et le visage enflent. Le malade perd la vue. Ou alors il a des maux de tête terribles. Et les gens sans soutien médical ont pris peur. Ils ont pensé que c'était du poison. Beaucoup ont très vite abandonné le traitement et jeté les médicaments. Mais le plus terrible est que certains charlatans ont vraiment utilisé du poison, comme l'arsenic. Pour tromper les gens, ils le mélangeaient avec d'autres substances et faisaient sniffer aux malades ce mélange. Bien sûr, cela te faisait couler le nez et les yeux. Le charlatan te disait alors que le virus sortait du corps par tes larmes. Chez nous, il y a une personne qui est morte empoisonnée comme ça. Comment va-t-il? Il ne va pas très bien. Quels symptômes a-t-il? Il a souvent de la fièvre. Tout notre argent, c'est pour lui, tu sais. On n'ose pas lui donner nos médicaments anti-sida. Un enfant qui a le sida, pour ses parents, c'est une douleur vraiment insupportable. Les adultes, finalement, c'est pas si grave si on attrape le sida. Mais comment on fait avec un enfant qui a cette maladie? Moi, je trouve que l'État doit maintenant trouver le moyen d'avoir des médicaments pour les enfants. À la nuit tombée, nous retrouvons enfin Chen. Il nous avait accueillis chez lui lors de notre visite précédente. 250 morts plus tard, il fait aujourd'hui figure de miraculé dans le village. Il y a 3 ans, quand tu es venu, on était tous complètement désespérés au village. On avait l'impression qu'avec cette maladie, il n'y avait plus qu'à attendre la mort. Personne n'allait bien. À l'époque, Chen avait été le premier à oser témoigner. Grâce à son courage, les autres villageois rassurés étaient venus aussi se confier les uns après les autres. C'était un slogan des autorités à l'époque. Un slogan de vos dirigeants? Oui, ils nous disaient que c'était un honneur de vendre son sang. Regarde, je suis couvert de champignons. Aujourd'hui encore, Chen va aller un cran au-dessus dans la critique. Pour lui, tout ce qui a été fait ici depuis 3 ans n'est qu'une politique de façade. Au dispensaire, il n'y a même pas de médicaments contre le rhume actuellement. Ce n'est pas qu'il n'ait rien, mais il ne les distribue pas, ces médicaments. C'est encore un gros mensonge pour tromper les supérieurs hiérarchiques et continuer à cacher la réalité au peuple. Quand une délégation des autorités supérieures vient enquêter,
Tout le monde se tait sur la situation réelle. Comme par hasard, dès qu'une délégation arrive, les distributions de médicaments reprennent immédiatement. À 100 km de là, un autre village touché par l'épidémie. Il est plus facile d'accès car cela fait à peine un an que les premiers cas de sida y ont été découverts. Il y a eu beaucoup moins de décès que dans le village de Chen. C'est votre famille qui est touchée ? Oui, ils sont tous malades. Combien de personnes ? Mon fils, ma belle-fille et mon gendre. Et c'est tous en vendant leur sang. Oui, tous ont vendu leur sang. Madame Bier sait aujourd'hui que ses enfants sont condamnés. Mais ces jours-ci, c'est son fils aîné qui est l'objet de toutes ces attentions. Son état se dégrade d'heure en heure. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus bouger non plus. Ça fait 4 ou 5 jours qu'il ne mange plus. Il a juste réussi à boire 2 petites bouteilles d'eau. Mais dans cet état, vous ne l'envoyez pas à l'hôpital ? On n'a pas d'argent pour l'hôpital. On ne peut pas payer les médicaments. On attend la mort à la maison. Moi, j'ai été demander de l'aide aux officiels du village. Juste un peu d'aide. Ils m'ont carrément insulté. Ils m'ont dit comme ça, « Vous avez vendu votre sang et maintenant vous vous plaignez aux autorités ?» Ils nous haïssent. De la haine ? Ils nous méprisent horriblement. Pour eux, dès qu'ils s'aperçoivent qu'on a le sida, c'est va te faire voir. C'est vraiment de la haine. Dans le village, tous les donneurs de sang et leurs enfants ont subi un test de dépistage l'été dernier. Les parents séropositifs disent n'avoir jamais reçu les résultats pour leurs enfants. Une information troublante quand on sait qu'aucun médicament anti-sida pour les enfants n'est disponible en Chine. Pour les villageois, c'est une raison supplémentaire de se méfier. On a peur que le gouvernement ou des laboratoires nous utilisent pour tester des médicaments. On a peur de devenir des cobayes. Moi, j'ai rempli les conditions pour prendre ces antirétroviraux, mais je n'ai aucune confiance. Je ne prends donc aucun traitement. Pour en savoir plus sur ces médicaments distribués par l'État, nous nous rendons à Shanghai, au siège de l'usine Desano, l'une des rares entreprises pharmaceutiques autorisées à produire des médicaments anti-sida en Chine. À notre grande surprise, le PDG de l'usine nous confirme ce que nous savions déjà sur ces médicaments. Les effets secondaires sont tels, avec nos combinaisons de molécules, que les malades abandonnent le traitement, car ils n'arrivent pas à en supporter la douleur. On n'a pas le droit de produire de meilleures combinaisons de molécules, à cause des brevets internationaux qu'on doit respecter. Et je ne vois pas comment cette situation pourra changer dans les prochaines années. Contrairement à des pays comme l'Inde ou le Brésil, la Chine se refuse à copier des médicaments plus performants, mais protégés par des brevets internationaux. Encore plus étonnant, 90% de la production de Desano est destinée à l'exportation. En clair, les malades chinois ne sont pas encore une priorité. En 2005, le programme de l'État prévoit des médicaments anti-sida pour 20 à 30 000 personnes.
Mais pour notre usine, cela représente très peu. Nous pourrions produire beaucoup plus. 20 000 malades traités sur près d'1 million recensés officiellement dans tout le pays. C'est peu face à la pandémie que craignent toujours les militants de la première heure. Nous avons retrouvé Wang Yanhai à Pékin, le plus connu des activistes anti-sida en Chine. Aujourd'hui, son organisation est reconnue officiellement. Mais il y a 3 ans, lors de notre première rencontre, Wang Yanhai agissait encore dans la clandestinité. Nous l'avions suivi accompagnant un couple de paysans du Henan atteints du sida dans leur démarche auprès des ministères. Quelques jours après nous avoir parlé, Wang Yanhai allait être arrêté. En prison, j'ai été obligé d'écrire une lettre autocritique, dans laquelle je reconnaissais avoir rendu public un document confidentiel. J'avais enfreint la loi, ça je l'ai reconnu. Le gouvernement a expliqué qu'il m'avait relâché par mansuétude. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Le militant sera en fait relâché au bout d'1 mois grâce à une mobilisation internationale considérable. Aujourd'hui, sa notoriété le protège et lui permet de recueillir 15 fois plus de financement qu'avant. Pour lui, seule solution pour ralentir la progression de l'épidémie, éliminer une bonne fois pour toutes le commerce du sang en Chine. Il existe encore des failles dans le circuit du sang. Elles sont moins nombreuses qu'avant, mais elles existent toujours. Et avec toutes ces personnes contaminées, si on ne maîtrise pas mieux ces failles, le risque de contamination pour la population sera aussi important qu'avec le commerce du sang. Je pense qu'il vaut mieux dans ces conditions interdire de manière plus claire la vente de sang. Il faut que les dons de sang soient uniquement bénévoles. Les failles dans le circuit du sang, Li Tianxi peut en parler en connaissance de cause. Et il travaille depuis plus de 20 ans dans un centre de transfusion du sang à 400 km de Pékin. Un témoin capital dans le dossier à charge lancé par les médias contre son administration. Pendant plusieurs années, il a vu des poches de sang périmées et non testées, transfusées à grande échelle dans sa ville. Lui aussi a été puni par ses supérieurs pour avoir voulu tirer la sonnette d'alarme. Mes supérieurs étaient radicalement opposés à ce que je parle. Ce qu'ils ont fait est vraiment trop grave. Après la diffusion de mon interview à la télévision centrale l'été dernier, l'État a commencé à accorder de l'attention aux victimes contaminées lors de transfusions. Mais ici, localement, ils ne veulent pas en entendre parler. Car en fait, c'est à cause d'eux que ces contaminations ont eu lieu. Li Tianxi a longtemps hésité avant de nous parler, mais il a décidé de le faire pour sauver des vies, dit-il. Partout, le scandale a éclaté, la hiérarchie responsable des contaminations est encore en poste, impunie. Mais ce n'est pas le pire. Notre centre a réalisé ces jours derniers que du sang périmé avait été encore utilisé. Il a même été transfusé. Comment la gestion de notre centre a-t-elle pu autoriser ça? Comment cette transfusion a-t-elle pu avoir lieu? C'est une histoire qui vient tout juste de se passer. Alors selon vous, est-ce qu'on peut dire que les transfusions sont sûres de nos jours? La dernière fois que Li Tianxi s'est exprimé dans les médias chinois, c'était l'été dernier. Depuis, il est privé de salaire. Retour dans le Henan, la région la plus touchée par l'épidémie de sida. Probablement déjà plusieurs dizaines de milliers de morts et, selon l'UNICEF, au moins 78 000 orphelins du sida. Ces enfants privés de tout et parfois atteints eux-mêmes par la maladie sont au cœur du combat de Li Dan et de sa petite ONG.
Moi, j'ai été contaminé en 1990. Et depuis, votre fille n'a jamais été testée, c'est ça, hein? Et elle a 10 ans. Il paraît qu'il demandait 300 yuan pour le test. C'est ça, hein, 300 yuan pour le test de dépistage. Oui, mais j'ai pas voulu payer. Ah, ils t'ont demandé de payer parce qu'en fait, ce n'était pas un test obligatoire, c'était un test individuel. Identifier et recenser les orphelins du sida, mais aussi les enfants qui sont condamnés à le devenir. Pour chacun de ces protégés, l'IDAN va ensuite trouver un parrain qui s'engagera à les aider jusqu'à la fin de leur scolarité. Ce dont les enfants manquent le plus, ce n'est pas seulement d'argent. Bon, ça c'est la base. Ils ont aussi besoin d'une aide psychologique et de compréhension. Souvent, ce n'est pas seulement par manque d'argent qu'ils ne vont plus à l'école. C'est qu'ils ne voient plus clairement en quoi l'école peut leur être utile à l'avenir. Si tu veux aider, il faut aussi mettre en place un soutien social. Il y a encore quelques mois, l'IDAN avait une école qui lui permettait d'accueillir une vingtaine d'enfants. Regarde, on a récupéré ça hier. Mais tous les ordinateurs sont vides. Il n'y a plus de disque dur. Qu'est-ce qui s'est passé? L'année dernière, au mois de juillet, notre école a été fermée. Les autorités ont tout confisqué car ils avaient peur qu'on utilise ça ailleurs. Après cette histoire, on s'est dit que c'était bien de mettre un drapeau rouge au mur. On a pensé qu'ils seraient contents, ceux d'en haut. Mais on espère qu'ils comprendront un jour que ce qu'on fait, c'est pour la Chine. Même si on pouvait aider 10 000 orphelins, ce ne serait pas encore assez. Grâce à un site internet mis en place l'année dernière, ils sont plus de 300 orphelins du sida à avoir trouvé un parrain. Des donateurs disséminés dans toute la Chine, mais aussi au Japon, en Allemagne ou aux États-Unis. Prochain objectif pour l'équipe de l'IDAN, si les autorités le permettent, l'ouverture d'une école pouvant accueillir 500 enfants. Une goutte d'eau, tant qu'en Chine, les autorités se refuseront à affronter la réalité de l'épidémie en face.